Bonjour Lorraine. Bonjour, bonjour. Bon, comme d'habitude, je finis mon goûter en même temps que le début du live. Coucou. Merci. Bonjour. Sinon, ce soir, on va parler alimentation, donc... Hop. Alors, j'ai déjà l'assaut qui est là. Faut commencer à arriver. J'ai peut-être Célia ou Alice qui arrive. Hello tout le monde. J'ai sorti ma plus belle tasse. Coucou Claire. Welcome, welcome. Alors normalement j'ai donné l'accès à l'assaut. Bonjour, bonjour. On recommence. Hop, hop. Ouais, salut les filles. Ça y est, bonjour. Bonjour. On savait pas, alors à vrai dire, on a quand même regardé avec l'équipe, donc Claire et Lorraine, regardez si on pouvait faire des lives à 3 séparément et on se demandait comment on allait faire, mais vous êtes ensemble, c'est parfait. Oui, on avait prévu le coup, on s'est dit que ça allait être compliqué sinon. Alors, vous avez des magnifiques... Bah, c'est super. On est sponsorisé par l'association. Nickel. Donc, qui est Alice et qui est Célia? Célia. Alice. Ok. Bienvenue à toutes les deux. Merci de prendre du temps ce soir, du coup, pour faire partie de nos chroniques. Donc là, c'est le deuxième événement qu'on met en place, la deuxième chronique. Donc du coup, juste en petite introduction pour rappeler pourquoi on a créé les chroniques de Mapato. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on créait énormément d'annuaires et de nouvelles pathologies. On communiquait beaucoup sur les réseaux concernant les pathologies et que malheureusement, des fois, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Et que du coup, c'était intéressant de pouvoir informer tout le monde de ce qu'était une maladie de Crohn, ce qu'était le RCH, et de pouvoir prévenir au cas où vos proches ou vous-même puissiez avoir des symptômes demain, que vous puissiez être plus alerte et que vous puissiez poser un diagnostic plus rapidement. Et ensuite trouver vos soignants pour le reste de votre vie sur Mapato. Donc merci à toutes les deux. On est hyper contente parce qu'on a signé depuis peu un partenariat avec vous et on a réussi à mettre en avant deux super annuaires qui sont donc le rectolique hémorragique, on va y revenir, et la maladie de Crohn. Voilà, donc personnellement ça me touche parce que j'ai deux amies proches qui sont touchées par la maladie de Crohn. Elles m'en parlent depuis plus de 10 ans. Et de toutes les difficultés qu'elles rencontrent dans les voyages, pour leur vie, voilà, de futures mamans, etc. Donc, je suis ravie de pouvoir en savoir plus sur cette maladie grâce à vous ce soir. Donc, on va vous poser plein de questions et à tous nos spectateurs, si vous avez des questions de votre côté, n'hésitez pas, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et du coup, à la fin, on aura un petit temps. Voilà. Donc, je vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux? Vas-y, je t'en J'y prie. vais. Moi, c'est Alice, j'ai 27 ans et dans la vie, je suis ingénieure dans le bâtiment. Okay. Et du coup, moi, je suis atteinte d'une RCH. Ok. Donc, RCH pour tout le monde, qu'est-ce que c'est? C'est une rectocolite hémorragique. Ok. Et donc, tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est Ok. Alors, en fait, les deux pathologies, elles sont relativement similaires. C'est des maladies chroniques qui vont toucher l'intestin. C'est des maladies auto-immunes. Je ne trouvais plus le terme auto-immun. C'est auto-immun, donc ça veut dire que c'est notre système immunitaire qui croit que notre intestin, c'est un corps étranger qu'il faut éliminer et qui du coup va s'attaquer à lui. Et donc, en gros, l'intérieur de nos intestins, pour faire simple,
c'est comme quand on tombe à vélo et qu'on a le genou râpé. Et ben nous, à l'intérieur, c'est pareil. Du coup, ben, forcément, ça saigne, ça fait mal, ça fait très mal. Il y a plein d'autres symptômes pas très sympas qui nous font aller très souvent aux toilettes, etc. Du coup, c'est très handicapant pour ça. Et en fait, la différence entre les deux, donc ça, c'est des symptômes qui sont communs aux deux maladies. Et moi, la rectocolite hémorragique, comme son nom l'indique, ça touche le rectum et le côlon. D'accord. Uniquement. Et donc, du coup, voilà, c'est hémorragique parce qu'il y a du sang. Donc, ok, ouais. Bon, tu nous expliqueras tout ça et les symptômes juste après. Et du coup, Célia? Alors, je m'appelle Célia, j'ai 30 ans et je suis secrétaire médicale et je suis atteinte de la maladie de Crohn depuis à peu près 2 ans et demi. D'accord. Donc, la maladie de Crohn, qui est un peu la cousine ou la sœur de la rectocolite hémorragique, touche de la bouche à l'anus avec différents symptômes que je pourrais énoncer plus tard, mais bon, après, ça dépend des personnes. Ok. Et du coup, ouais, on va enchaîner tout de suite pour en savoir un petit peu plus. Donc, on va continuer avec la maladie de Crohn vu que tu étais bien partie. Donc, c'est quoi les symptômes? Comment on sait si on a cette maladie et comment toi, tu as su diagnostiquer sa maladie? Alors moi, en fait, ça a commencé par des simples aigreurs d'estomac il y a quelques années. J'avais consulté un gastro-entérologue. On avait fait l'examen nécessaire, mais on n'avait pas forcément détecté une maladie de Crohn. Et en fait, il y a 2 ans et demi, j'ai commencé à avoir mal au ventre. C'était toujours après les repas, je commençais à avoir comme si j'étais ballonnée tout le temps. Je sentais que ça passait très mal. Et pourtant, je faisais hyper attention à ce que je mangeais. En règle générale, je ne mangeais pas industriel, vraiment, je faisais attention, je faisais du sport, j'avais quand même une hygiène de vie relativement saine. Et en fait, avec le temps, j'ai eu très très mal au ventre. Vraiment, ça devenait de plus en plus insistant au niveau des intestins. S'en est suivi aussi des diarrhées. J'arrivais plus trop à me nourrir parce que plus rien ne passait. J'avais tellement mal au ventre, j'avais l'impression de manger des bouts de verre en fait. C'était tellement intense que rien que manger un simple grain de riz me faisait tomber dans les pommes. Et en fait, mon diagnostic, il a mis à peu près 4 mois. Et je suis allée voir mon gastro-entérologue qui me suivait d'habitude. Et il n'a pas jugé nécessaire sur l'instant de me faire passer des examens en urgence. Et en fait, les symptômes se sont accélérés de plus en plus et c'est devenu très handicapant parce que je ne pouvais plus sortir de chez moi en fait. Je vomissais, j'avais beaucoup de diarrhée, je ne me nourrissais plus, donc forcément j'étais fatiguée. Et en fait, du coup, avec mon médecin traitant, elle a dû me faire passer des examens en urgence, un IRM, pour détecter en fait un petit problème au niveau de mon intestin, ce qui fait que ça a permis aux urgences de mon CHU de me prendre en compte et du coup de m'hospitaliser et de voir que j'avais la maladie de Crohn et de me détecter, puis mettre en place un traitement. Mais ça, en fait, ça s'est fait sur 3 mois. Mais c'était 3 mois intenses. Vraiment, c'était 3 mois de douleur, c'était 3 mois horribles. Ouais. Et j'avais l'impression d'être pas comprise par mon gastro parce que je venais le voir, j'avais un problème et lui, il n'a pas forcément pris au sérieux ce que je lui ai dit au début parce que ça nécessitait pas pour lui qu'il me fasse une gastro ou une coloscopie pour vérifier si c'était bien la maladie de Crohn. Pourtant, tous les signes étaient présents. J'avais dans mon taux de sang, la CRP, c'est le taux d'inflammation qui était au max. J'avais tous les signes en fait qui prouvent qu'il y a la maladie de Crohn là, qui étaient là en fait. Et pourtant, ils mettaient rien en place pour m'aider. Donc, c'est vrai qu'avec mon médecin généraliste, on a dû batailler pour que je puisse être prise au sérieux et qu'on m'hospitalise et qu'on fasse quelque chose, quoi. Donc, du coup, les symptômes, donc avant de faire l'analyse de sang qui a montré qu'il y avait une inflammation, c'était grosse douleur à l'intestin, ballonnement, impossibilité de se nourrir, grosse diarrhée. Comme une énorme gastro, mais qui reste pendant longtemps, quoi. Ah oui, franchement, une énorme gastro, c'est gentil à côté. Je préfère avoir une gastro que ça. Non, mais pour avoir eu des gastro dans ma vie à plusieurs reprises, c'est autant prenant, mais c'est vachement plus douloureux. Et puis quand c'est quotidien et sur une longue période, on va dire, c'est quand même insoutenable. D'accord. Et du coup, tu as été, après une fois posé le diagnostic, ils t'ont suivi comment? Est-ce qu'il y a des médicaments et comment tu fais pour
revenir Alors à à un... la base, il y avait le traitement, on va dire rapide, pour maîtriser un peu les symptômes à base de corticoïdes. Ah oui, Donc là, en fait, ça a calmé tous les symptômes de diarrhée, de vomissement. Enfin, ils m'ont donné aussi des antibiotiques pour traiter mon inflammation au d'accord. début. Et ensuite, en fait, quand ils ont calmé un peu tous les symptômes, on va dire, virulents, ils m'ont mis en place un traitement de fond. C'est des immunosuppresseurs. Donc, en fait, ça bloque le système immunitaire pour qu'il arrête de se défendre. Comme expliquait Alice tout à l'heure, ben, en gros, il y a quelque chose à détruire dans notre corps et en fait, il bloque ce phénomène pour que notre corps arrête de se défendre. Du D'accord, coup, ça nous rend plus vulnérables à tout ce je qui vais est bien. virus, tout ce qui traîne, quoi. Ouais. Et là, du coup, ouais, avec le Covid spécifiquement, justement, les personnes, ce qu'on appelle immunodéprimées, c'est exactement ça. C'est les personnes qui prennent des médicaments pour baisser C'est leur ça. système immunitaire. Et donc, du coup, vous faites partie des personnes qu'on appelle à risque C'est ça. liées au Covid. Ok. Et tu as mis combien de temps à te sentir mieux après des corticoïdes? Ça a duré combien de temps? Les corticoïdes, ils ont duré 2 mois. Parce qu'au bout de D'accord. 3 mois, j'ai été en rémission. Donc ça a été assez rapide, hein, ma rémission. J'ai eu pendant 2 ans Humira. C'est un médicament comme il y en a deux, trois. Et là, du coup, Humira fonctionne plus sur moi, donc je suis passée à un autre type de médicament. D'accord. Un autre type d'immunosuppresseur. Immunosuppresseur. Et depuis, comment tu te sens? Comment tu vis? Euh, pour l'instant, je suis en poussée. Donc, on va dire que la maladie s'est réactivée. D'accord. Donc là, je suis sur un nouveau traitement depuis 2-3 mois. J'attends qu'il fasse effet. Pour l'instant, je ne suis pas au pire de la maladie, mais on va dire que je ne suis pas au milieu non plus, quoi. Il y a D'accord. quelques symptômes qui sont revenus, mais sans pour autant, j'arrive à vivre et à travailler, on va dire, un peu normalement. Et du coup, tu sais d'où viennent les poussées, ce qui les explique? Non, Pourquoi ça revient, non? Ça, c'est, vous savez ouais. pas du tout. Non, parce que ça peut être plusieurs facteurs. Après, il y a des traitements qui vont endormir la maladie. Si le traitement fonctionne, ben, on ne va pas forcément avoir de symptômes. Il y en a qui en ont aussi. Enfin, ça dépend de chaque personne. Et chaque personne est différente avec le traitement, avec la maladie. Donc, on peut être en rémission, mais avoir des symptômes. On peut être en poussée, mais pas avoir trop de symptômes. Donc, ça dépend vraiment du genre, en fait. D'accord, ok. Et toi, Ouais. du coup, Alice, comment tu as diagnostiqué la RCH? Oula. Alors, moi, on m'a diagnostiqué il y a un peu plus de 10 ans, D'accord. après 2 ans d'errance médicale, à peu près, je dirais, voire un petit peu plus, parce qu'en fait, mon problème, c'était que je rentrais pas dans toutes les cases de la pathologie. Les médecins, ils aiment bien, il y a une liste de symptômes et ça correspond à une pathologie. Et en fait, ben, moi, je rentrais pas dans les cases. Au contraire, j'avais des symptômes contradictoires. Et en fait, c'est jusqu'au jour où après avoir fait tous les gastro-entérologues de ma ville, et ben, j'ai trouvé le bon qui m'a fait le bon D'accord. examen, donc la coloscopie, et qui m'a diagnostiqué. Donc j'avais 17 ans, j'étais en terminale. Donc c'était un peu compliqué. Pour que je puisse passer le bac de manière correcte, on m'a mis sous corticoïdes pendant assez longtemps. Donc les corticoïdes, c'est plutôt efficace dans nos maladies, mais c'est des traitements, on devient vite corticodépendant, donc du coup, c'est vraiment, faut le prendre sur peu de temps. Puis là, j'ai pris 3-4 mois, j'ai pris 15 kilos. D'accord. Donc bon, voilà, faut pas le prendre sur du long terme. Et donc après, on m'a tout de suite passé en traitement immunosuppresseur aussi, sous perfusion à l'hôpital. Donc depuis avril 2011, je vais toutes les 4 semaines, entre 4 et 8 semaines à l'hôpital faire des perfusions. Et entre-temps, j'ai changé de traitement, j'ai un nouveau traitement, mais c'est toujours sous perfusion à l'hôpital. Et Et du coup, ouais, vas-y, vas-y. non, non, mais en gros, moi, les Mickey, ça fonctionne en crise et rémission. Euh, C'est-à-dire qu'on a des moments où on va être pas bien du tout et la maladie est active, et on peut avoir des moments de plusieurs années où la maladie n'est pas active. Et en fait, moi, ça fait 10 ans que je suis malade et j'ai pas l'impression d'avoir eu une rémission que j'attends avec tellement d'impatience, mais qui n'est jamais arrivée parce qu'en fait, mon intestin, il a été inflammé tellement longtemps
que maintenant, c'est de la peau cicatricielle, du coup, qui absorbe plus aucun aliment et tout ça. Donc, du coup, c'est encore pire. Ma rémission est encore pire que ma poussée. D'accord. Enfin, mon état est encore pire. Enfin, moi, mon gros problème de tous les jours, c'est les douleurs. J'ai des douleurs atroces qui font que je ne tiens pas debout. Du coup, c'est vraiment, ça, c'est vraiment handicapant au quotidien. D'accord. Ok. Ouais. Et du coup, dans votre suivi, est-ce que, vous avez, voilà, on a fait le partenariat avec Mapato, donc on offre à la possibilité des personnes qui ont la maladie de Crohn et la RCH de trouver des soignants. Vous, comment vous avez fait justement pour trouver des soignants qui vous prennent en charge et connaissent vos maladies? Euh, Alors, moi, à la base, j'avais un gastro qui s'y connaissait pas forcément. Du coup, enfin, dans le sens où il n'a pas vu le truc tout de suite. Après, j'ai été hospitalisée, donc forcément, il y a une unité au CHU qui s'occupe des Mickey. Donc forcément, il y a eu des spécialistes et ils m'ont pris en charge assez vite. Et Juste j'ai pour été Mickey, traitée. parce que ça fait 2 fois que vous passez. Ça veut dire quoi, Mickey? Ah oui, alors c'est maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc c'est RCH et Crohn. Ouais. Voilà, tout à Il y a, fait. il y a d'autres choses dedans ou non? Alors, Euh, en fait, il y a principalement RCH et Crohn, et il y a une autre sous-catégorie qu'on appelle Mickey indéterminé. C'est quand on ne sait D'accord. pas si la personne elle a l'une ou l'autre des pathologies, parce qu'elles sont tellement proches que des fois, on ne sait pas en fait la personne qu'est-ce qu'elle a, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Donc, ouais, désolée Célia, donc tu m'expliquais. Donc, non, tu étais non, non. dans la bonne unité à l'hôpital. Oui, donc je ne les ai pas vraiment trouvés. Enfin, c'est les concours de circonstances. J'ai été hospitalisée, donc forcément, ceux qui étaient spécialisés se sont occupés de moi. Mais après, c'est vrai que ben, je ne connaissais pas la maladie, donc forcément, je ne suis pas allée vers des spécialistes qui connaissaient cette maladie. D'accord. Donc, Et toi, Alice? En fait, moi, il a fallu que je fasse, je pense, une bonne dizaine de gastro-entérologues pour tomber sur la bonne personne qui pense à cette pathologie depuis, c'est lui qui me suit parce que c'est quelqu'un en D'accord. qui j'ai confiance et qui est un peu spécialisé dans les Mickey. Et, euh, et en fait, c'est un des points hyper importants dans nos pathologies parce que de trouver le bon médecin, et c'est pas toujours évident, on tombe pas toujours sur des personnes à l'écoute, etc. Parce qu'on va quand même leur parler de choses hyper intimes. On va leur parler de combien de fois on va à la selle par jour, de quelle texture ça a, quelle odeur, enfin, c'est quand même hyper perso. Du coup, il faut se sentir hyper à l'aise avec la personne avec qui on parle parce que sinon, c'est juste pas possible. En fait, on va juste oublier de lui dire des choses, on va omettre de lui dire des infos qui sont primordiales dans le suivi de notre pathologie, quoi. Donc c'est un des points clés dans l'évolution de notre pathologie, de trouver le bon médecin avec qui nous on s'entend et nous en tant que personne et patient et pas seulement parce que c'est quelqu'un de compétent, parce qu'en théorie ils sont tous compétents. Donc, voilà. Bon, bah, ça renforce encore plus le fait de faire un partenariat et d'aider justement Exactement. voilà, toutes les patientes qui viennent d'être diagnostiquées. Du coup, elles peuvent trouver la liste et elles peuvent déménager sereinement, elles peuvent partir en vacances sereinement. Elles auront toujours un gastro qui a été recommandé par un patient qui est atteint de la maladie dans la ville recherchée. Donc, c'est top. Merci beaucoup pour votre confiance et le temps que vous avez passé pour ce partenariat. Je pense que ça va aider énormément de personnes. Du coup, vous savez combien de personnes sont atteintes aujourd'hui en RCH, enfin, des Mickey, RCH et Crohn? les derniers chiffres, c'était 250 000 Ouais. en France. D'accord. Après, Ok. je pense que ça a évolué parce que les chiffres datent de 2016. Donc, Oui. je pense qu'il y a eu une légère augmentation depuis. Après, on trouve des chiffres, mais on n'est pas sûr. Mais je pense qu'à mon avis, 300 000 personnes en France. D'accord. Ok. Et C'est un du coup, nombre qui est en augmentation. Ouais. C'est et c'est vraiment des pourquoi? pathologies. Alors, la cause des Mickey, elle n'est pas du tout connue. En fait, les médecins ne savent pas pourquoi on a ces pathologies-là. Ils ont plusieurs pistes, dont une petite part génétique, mais D'accord. surtout une grosse part environnementale. Et donc, en fait, environnemental, c'est-à-dire tout ce qu'on mange, tout ce qu'on peut respirer, enfin, qui est en contact avec l'intestin, tous les médicaments qu'on prend et qui vont abîmer notre flore intestinale, notre microbiote. Et du coup, avec la société qu'on a aujourd'hui,
on détruit notre intestin avec tous les pesticides, antibiotiques, etc. Et donc, du coup, le nombre de pathologies de ce type-là augmente. D'accord. Et vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées en colopathie fonctionnelle, qui sont sous-diagnostiquées en Crohn ou RCH? C'est possible. Oui, parce que ça peut devenir, une colopathie peut devenir une maladie de Crohn. Hein. Pour tous ceux qui nous suivent, la colopathie fonctionnelle, ce qu'on appelle le côlon irritable, c'est souvent ce qu'on dit aux personnes qui ont des grosses douleurs à l'intestin après s'être alimentées, qui ont des ballonnements, qui ont des selles irrégulières, etc. Et ça me fait penser à ça, parce qu'il y a une partie des symptômes justement que vous décrivez, mais en bien pire. Et donc, je me dis, c'est peut-être aussi beaucoup de personnes à qui on dit que c'est juste un côlon irritable et en fait, ça se transforme. C'est un sous-diagnostic de futur RCH ou Crohn, quoi. Moi, on m'a diagnostiqué ça avant de me diagnostiquer la RCH. Hein. Enfin, on m'avait dit, c'est un peu une case où on met tout le monde qui a des symptômes de ce type-là et qu'on ne sait pas trop quoi leur dire. Et, moi, je l'ai vraiment perçu comme ça quand le médecin me disait ça. C'est vachement facile parce qu'en fait, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de... Mais il y a rien pour aider au côlon irritable. Et puis en fait, ils mettent tout dans cette case-là sans plus chercher. Donc moi, j'avais trouvé ça facile de la part des médecins en fait. Mais parce que c'est vraiment des symptômes qui sont hyper proches. Donc c'est vrai que des fois, c'est difficile de distinguer les deux, quoi. Puis pour être diagnostiqué, c'est différents éléments. Il faut avoir différents éléments pour être diagnostiqué Crohn. Il faut avoir un taux d'inflammation, il faut avoir la paroi de l'intestin un peu abîmée. Enfin, c'est vraiment des signes particuliers. Et si on ne rentre pas dans les cases, les gens ne sont pas diagnostiqués alors que ça pourrait être ça, finalement. Et ces personnes, on ne leur a pas forcément de traitement alors qu'ils souffrent quand même aussi. Hein. Franchement, c'est délicat, hein, ce genre de maladie à vivre tous les jours alors qu'on dit que c'est un syndrome irritable, il n'y a pas de traitement. Ah, comment on fait? C'est délicat. Hein. Et du coup, l'impact sur votre quotidien, au-delà de prendre des médicaments et sur votre alimentation, sur le sport, sur voilà, votre vie sociale? Je te laisse. Il y en a beaucoup. Enfin, moi, j'ai une alimentation très restreinte où j'ai un régime sans FODMAP, ça s'appelle. C'est un régime où on enlève tous les glucides à chaîne courte, donc c'est tous les sucres qui vont fermenter dans l'intestin. Donc, en fait, on enlève de notre alimentation tout ce qui peut être difficile à digérer pour quelqu'un de lambda. Pour nous, c'est 10 fois pire, quoi. Donc, toutes ces choses-là, moi, je les ai éliminées. Sinon, au quotidien, moi, c'est hyper compliqué parce que je tiens pas debout. Donc, je peux pas faire de file d'attente. Je peux pas. J'ai un aménagement de poste au travail parce que c'est pareil, la position assise à 90 degrés, ça appuie sur le ventre. Donc, du coup, j'ai une position où je peux être un peu plus allongée comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'impact. Après, moi, j'ai toujours vécu ma maladie comme quelque chose dont je me servirais comme d'une force et pas comme d'un handicap. Donc, je continue à faire des choses, beaucoup trop de choses et plein de choses. Et c'est parce qu'il faut, quoi. Parce que j'ai décidé quand on me l'a diagnostiqué que ça ne m'arrêterait pas, que je ferais quand même ce que je veux de ma vie. Et donc voilà, je continue comme ça. Donc, ça m'empêche de faire certaines choses, mais je m'arrange toujours pour pouvoir les faire d'une autre manière. Ouais, c'est exactement notre mindset chez Mapato, c'est de faire de sa maladie une force et non un handicap, tant qu'on le peut. Et du coup, de pouvoir s'aider, de pouvoir voilà, créer des choses, créer des assos comme vous, se mobiliser, voilà, faire des projets comme le nôtre. C'est comme ça qu'on avance et comme ça on est moins seul. Et vous, c'est parmi 250 000 et au final, tous ensemble, c'est 20 millions de Français, donc c'est top. Et toi, Célia, du coup, les impacts sur ta vie? Alors, elles sont nombreuses aussi. Alors, c'est pas au quotidien, ça dépend des jours. Moi, j'ai des fatigues, j'ai des douleurs. Des fois, je peux pas attendre non plus dans les files d'attente. Mais il y a des jours où ça va un peu mieux, où je peux. C'est très aléatoire, en fait. Je peux pas quantifier, dire voilà, ça m'arrive tant, tant. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, la fatigue, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, en fait. Le mental veut, mais le physique ne veut pas. Donc c'est assez compliqué de se dire ça. Après, oui, je suis toujours aussi partie du principe que la maladie, elle ne m'arrêterait pas dans ce que je veux faire. Certes, je vais mettre peut-être plus de temps à faire les choses, mais je vais les faire quand même. Après,
c'est vrai que on m'a diagnostiqué, j'avais 27 ans. J'ai passé 27 ans sans être malade et il y avait des choses que je connaissais pas, en fait, toute l'organisation médicale que je dois avoir, le fait que bah, je puisse plus faire les choses comme je voudrais le faire. Alors, je les fais quand même, mais voilà, c'est par exemple, je ne vais pas faire une journée shopping non-stop. Je vais prévoir 1 heure, par exemple. C'est des petites choses comme ça, mais c'est s'adapter en fait à son corps, à, à notre maladie, à notre fatigue. On ne peut pas forcément faire ce qu'on veut tous les jours, mais en soi, enfin, pour garder le moral, c'est bien aussi de les faire. C'est bien d'avancer et de ne pas se dire, voilà, je suis malade, donc je ne peux pas le faire. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on se ressemble assez parce qu'on fait trop de choses des fois. Mais c'est vrai que c'est handicapant, la fatigue et les traitements peuvent nous faire des effets secondaires qu'on n'aimerait pas avoir, quoi. C'est sûr. Ouais. Après, on s'adapte. Le truc, c'est qu'il faut être patient et il faut s'adapter. Ouais, bah oui. Et Et on on a arrive. surtout un entourage, pardon, on a surtout un entourage qui nous aide aussi. Et je C'est pense une que de nos questions. On a eu justement, je vais vous la lire comme ça, c'est justement ça. Comment êtes-vous accompagné et écouté auprès de vos proches et de vos familles? alors ça dépend. Ça dépend des personnes, parce que vu que c'est un handicap qui se voit pas, eh ben il y a des gens qui pensent que c'est dans notre tête. Et puis ça, on les changera pas. Enfin, je veux dire, moi, il y a 10 ans, ça fait dans ma famille, il y a des gens, ça fait 10 ans qui pensent que c'est dans ma tête. Et donc, du coup, je les changerai pas, mais il faut juste vivre avec ces gens-là et passer outre. Et enfin, au contraire, se préoccuper des gens qui s'intéressent à nous et qui nous aident au quotidien. Donc, l'aide, c'est pas forcément un truc matériel qu'ils pourraient faire, c'est aussi une pensée, comment tu vas, ou tu m'amènes une bouillotte parce que j'ai mal au ventre, ou enfin, c'est des petits détails qui facilitent la vie au quotidien. Ouais. C'est vrai que bah, nos conjoints sont là pour. Enfin, ils voient rapidement quand on n'est pas bien, donc c'est vrai qu'ils allègent notre quotidien. Après, dans ma famille, ils comprennent assez parce que j'ai 2 cousines éloignées qui sont atteintes de la RCH. Donc c'est, on va dire, des maladies où ils connaissent sans vraiment connaître. Enfin, c'est vrai, c'est très difficile à comprendre quand ça se voit pas. Et enfin, si on me voit dans la rue, on se dit pas, voilà, je suis malade. Donc c'est vrai qu'il faut expliquer, beaucoup expliquer. Après, dans la famille plus proche, ils comprennent qu'on n'est pas bien, ils comprennent que des fois ça va pas, mais c'est vrai que bon, il y a des gens, tant que ça se voit pas, ils comprennent pas. C'est clair. Après, on fait avec, hein. On Après, est... c'est bien aussi le fait que ça se voit pas, on n'est pas obligé de le dire aux gens. Ouais. C'est bien aussi, on n'est pas obligé de dire voilà, qu'on est malade dès l'instant où on voit quelqu'un et voilà. C'est vrai que dans certaines situations, on est obligé de le dire. Par exemple, on a une file de caisse, on va montrer notre carte priorité, dire voilà, je suis obligé de passer, donc les gens se doutent bien qu'on a quelque chose. Et du coup, à quel moment, enfin c'est un peu perso, mais à quel moment vous en avez parlé avec vos conjoints? La maladie. Ouais, Après, mon conjoint, il m'a vu un peu partir dans la maladie, dans le sens il a vu les premiers symptômes, donc forcément, d'accord. il a eu le diagnostic en même temps que moi, donc il a découvert en même temps que moi. C'est vrai qu'au début, c'est un petit temps d'adaptation parce qu'on ne sait pas tous les deux comment il faut faire. Et puis, du coup, ben, on essaie de faire les choses ensemble. C'est vrai que quand on est deux, ça passe mieux. C'est vrai que c'est un soutien quand même, hein. Du coup, Ah bon. Euh, euh, ouais, alors moi, en fait, enfin, je le connaissais avant et il savait que j'étais malade avant. Donc il d'accord, m'a ok. pris entière avec les bons et les mauvais côtés. On va en profiter pour répondre à une deuxième question. Est-ce que la maladie a évolué au fil des années? Alors, ça dépend de comment on prend la question, dans le sens où, ben, vu qu'on c'est une maladie qui fait des crises et des rémissions et des crises, forcément ça évolue. Les symptômes ils évoluent un peu, enfin ils évoluent, notre perception aussi ça évolue. Par contre, enfin la pathologie en soi elle a pas changé. Enfin, je sais pas comment. Après, ça peut être physiquement plus atteignant. Oui. Parce on peut peut-être avoir des opérations, à terme avoir des stomies ou des choses comme ça, mais c'est pour certaines personnes, ça dépend comment évolue la pathologie en fait. Donc les Nous, stomies, c'est des poches extérieures, hein.
Ouais, c'est ça. J'ai jamais eu d'opération, Alice non plus. Donc, on n'est pas encore à ce stade. Enfin, j'espère qu'on n'arrivera jamais à ce stade, mais ça peut arriver. On sait que ça peut arriver à un moment donné. Ouais, on a Stomy Buzzy qui a fait une petite Oui, vas-y. une influenceuse du coup qui fait des super beaux dessins. Elle est Ouais. illustratrice et elle a fait justement elle a participé dans les interviews du calendrier de l'Avent en expliquant ce que c'était que la stomie. Ouais, Et donc du coup, Ouais, c'est un joli compte. et est-ce que vous avez des tips, des petits trucs que vous faites qui vous aident? Est-ce que c'est des apps? Est-ce que c'est des bouilloires? Est-ce qu'il y a des choses en particulier? Nous, on a lu le livre Happybiote, du coup, avec plein de recettes. C'est un programme alimentaire qui, justement, propose des recettes sans FODMAP. Et du coup, on a trouvé, enfin, c'est hyper motivant. Après, je pense que c'est voilà, plutôt pour le côlon irritable et le prendre à la légère quand on a des pathologies plus développées. Mais c'est ce type d'initiative de personnes qui sont touchées par la maladie qui sont aussi motivantes. Est-ce que vous avez des choses à partager, des bonnes idées? La bouillotte, ça fait toujours du bien. Ouais. Moi, au quotidien, pour un petit peu soulager mes douleurs au ventre, et je l'ai appris il y a que quelques années par rapport à ma pathologie, c'est en fait mettre des gaines. Alors, c'est pas sexy, mais ça maintient le ventre en fait, et du coup, D'accord. ça fait moins mal. En fait, c'est un petit truc qui au quotidien aide quoi. Voilà. Et il y en a, et on peut en trouver des jolis. Oui, Mais bon, à la gaine, c'est pas terrible. Ah. revenu. Il doit Moi, y en au avoir des jolis. quotidien, le truc qui m'a aidé vachement, c'est d'aller chez ma kiné et de faire des massages viscérales. En fait, Ok, enfin, je l'ai découvert en allant chez elle parce qu'à la base, en fait, vu que j'ai mal au ventre, ça me bloque le dos. La douleur d'accord. irradie derrière en même temps. Donc à la base, j'y allais pour ça et elle m'a proposé de me faire un massage viscéral. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et en fait, à chaque fois, elle me remet les viscères en place et je sens que ça me fait du bien. Et quand je suis en crise, j'y vais 2 fois par semaine. Et 2 fois par semaine, elle me fait un massage et j'ai l'impression que tout rentre dans l'ordre. En fait, D'accord. de Ok. l'instant où elle va détendre vraiment les muscles de tout le ventre parce qu'on est souvent crispé, puis on est souvent dans cette position du fœtus, donc Hmm. forcément, on a les muscles qui sont tout tendus au niveau du dos, au niveau du ventre. Et du coup, j'ai fait découvrir ça à Alice et elle ne peut plus s'en passer non plus. Et c'est trop bien. Ouais, non, franchement, s'il y a un conseil que je pourrais donner aux gens, en plus, c'est remboursé parce qu'on est en ALD, donc c'est pris en charge euh, à cause de nos pathologies. Donc, c'est un truc à faire. Franchement, c'est un truc qui soulage. Du coup, n'hésitez pas si vous, je pense qu'on en a quelques-uns de disponibles dans l'annuaire sur ma patho, mais si vous voulez justement recommander vos kinés qui vous prennent en charge et qui connaissent Ouais. ce type de massage, parce que je pense que ça ne concerne pas tous les kinés Non. connaissent la maladie de Crohn, donc n'hésitez pas, ça aussi Mm. c'est typiquement le type de soignant qu'on cherche et auquel on a Ouais. qu'on a du mal à Ça, trouver. je pense que c'est indispensable. Mm. Tout le monde devrait savoir ça. Ah ouais, Franchement, quand elle est en vacances, elle nous manque. ah ouais. On est pressé de retourner la Noël, elle n'est pas là. On va galérer un petit peu. D'accord. Non, mais franchement, c'est devenu indispensable pour nous de faire ce type de soins. Ça prend du temps, mais c'est très bénéfique. Ouais. Vraiment. Non, mais je pense que les kinés, on les sous-estime. Enfin, j'en Ah sors ouais, pour mes migraines et c'est vrai qu'il y a plein de pathologies pour lesquelles ça peut soulager. bien sûr. Et on sous-estime l'effet d'aller chez le kiné pour les malades chroniques. Enfin, pour la gestion de la douleur, en fait, ça a un effet sur tout le reste du corps. Ouais. Et donc, du coup, de pouvoir gérer le reste du corps qui prend en charge quand il y a un organe qui défaille, c'est important. Ouais, Mm. non, mais c'est vraiment bien. Après, Ouais. bon, il y a les bouillottes, hein. Je pense que Ouais. tout le monde connaît. J'ai eu du mal au début avec les bouillottes parce que le fait de mettre une pression sur mon ventre, ça me dérangeait. Enfin, je supporte pas qu'on me touche le ventre. Donc, c'est un peu ballot parce que, en ayant la maladie de Crohn, les gastro aiment bien toucher le ventre. Mais du coup, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu réfractaire. Mais maintenant, j'apprécie une bouillotte, surtout en hiver. Mais après, il y a beaucoup de conseils que ma kiné m'a donné pour éviter les douleurs au ventre. Elle ne peut pas toutes les éviter, hein, bien sûr, mais
et vu que j'ai tendance à avoir mal au dos, c'est de me gainer, d'essayer de faire des exercices tous les jours et de me gainer pour avoir une ceinture abdominale et pour Ah avoir oui. moins, pour que les abdos soutiennent un peu le ventre et qu'on soit moins crispé et du coup moins recroquevillé, ça fasse moins mal au dos, enfin, etc. Après, c'est des petits trucs, c'est au cas par cas, hein, je pense, mais Ok. c'est vrai de voir des spécialistes comme ça aide beaucoup. Bon, on va parler de votre asso du coup. Oui. Alors, déjà, comment vous êtes connues toutes les deux? Alors en fait, on s'est rencontrés parce que j'avais organisé dans notre ville il y a 2 ans, Plus 3 ans. je sais plus, 3 ans. une conférence sur les Mickey pour D'accord. les faire connaître, etc. Une conférence-concert en fait Bien. à l'hôpital. Et en fait, Célia est venue. Et D'accord. donc à la fin, elle est venue me poser une question et puis on a discuté. Et puis, je te laisse raconter la suite. Oui, en fait, c'était parti sur une question de crédit immobilier. En fait, c'est bête, hein, mais en fait, quand on a des pathologies, c'est plus compliqué pour nous de faire des crédits immobiliers parce qu'on est plus susceptible à être en arrêt maladie, avoir des complications, enfin bref. Et du Donc coup, ça, je lui ai demandé comment. c'est pour l'assurance qui va avec le prêt immobilier. Oui, Le voilà, c'est de pour l'arrêt. l'assurance qui va avec le prêt immobilier. Et en fait, du coup, je lui ai posé la question, comment t'as fait et tout. Puis on est parti de ça, puis on est parti vraiment sur le côté de la chose administrative parce que c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui avait la maladie de Crohn, Enfin, Iniki, je veux certes, dire, oui. et d'autres personnes, il y avait d'autres personnes qui avaient la maladie de Crohn. Et du coup, moi, c'est des choses qui m'intéressaient et j'avais pas de support, en fait, vers qui me tourner, en fait. Mhm. Et en fait, par la suite, j'ai vu qu'il n'y avait pas forcément d'événements qui étaient faits en Franche-Comté pour sensibiliser la maladie et apporter d'aide administrative, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais dès l'instant où on est malade, ça génère de l'administratif. Et c'est vraiment lourd, en fait, parce qu'on doit s'occuper de notre ALD. Si jamais on veut avoir une carte priorité, il faut faire un dossier MDPH qui est très très loin à faire. On est obligé d'avoir des pièces justificatives. Enfin, vraiment, c'est lourd, en fait, à tous les niveaux. Et j'avais pas de référent vers qui me tourner pour m'expliquer tout ça. Et vu que je découvrais, et je me suis dit, vu que voilà, ces réponses, je les ai maintenant, pourquoi pas créer une association et aider les gens dans ce but-là. Et en même temps, j'aimerais bien rencontrer aussi des autres personnes comme moi, en fait, puis discuter. Ce qui me manquait au début dans ma maladie, c'est vraiment de... Alors, il y en a plein sur les réseaux sociaux, mais le contact humain, c'est quand même mieux et c'est plus convivial. Bah Donc, ce ouais. qui me manquait, en fait, c'est le contact avec d'autres personnes. Et je me dis, à mon avis, je ne dois pas être la seule dans ce cas-là à vouloir du contact avec les autres et surtout de la même pathologie. Parce que par la suite, on a créé cette association donc en août 2019, du coup. Avec le coronavirus, je ne sais plus trop aujourd'hui avec les dates. Et en fait, on a mis en place des rencontres mensuelles. D'accord. Et vraiment, on a eu de tout âge, de toute profession, et ça nous a fait vraiment plaisir parce que on sentait qu'on pouvait parler de la maladie sans se faire juger ou sans dire ouais, non, mais voilà, on se comprend entre nous. On a quand même fait des blagues sur les différents examens qu'on pouvait passer, comme type coloscopie et tout ça. Enfin, vraiment, c'est qu'avec des personnes atteintes de cette maladie on peut rigoler de ça, quoi. On peut pas rigoler de ça avec tout le monde. Et c'est vrai qu'on, dans ça, on se sent quand même plutôt à l'aise parce que c'est quand même des maladies qui sont intimes et c'est difficile de parler de nos selles, de Ouais. digestive, des personnes en règle générale. Enfin, après, voilà, on a mis en place certaines choses et puis on est là pour aider à faire des dossiers MDPH, à expliquer quelles démarches faut faire, comment pour faire un crédit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe le mieux possible. Enfin, vraiment, on essaie d'être un support et une aide pour toutes les personnes. Bon, maintenant, à cause du corona, on ne fait plus de rencontres, mais on essaie de faire en visio. D'accord. Et du coup, justement, sur le crédit immobilier, c'est quoi vos bonnes idées? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut démarcher Ouais, plein d'assurances. il faut démarcher plein d'assurances. Il y a des assurances qui vont assurer, déjà pour le décès, c'est obligatoire.
Ouais. pour avoir un prêt immobilier. Il y en a qui vont assurer pour toutes les maladies sauf la maladie de Crohn. Il y en a qui vont assurer pour tout, mais qui vont mettre une surprime. D'accord. Enfin, ça dépend de chaque assurance. Ouais, et il Ça, y vous en a avez qui vont nous dire au revoir, Au revoir. on veut pas de vous. D'accord. Ah oui, il y en a qui vous ont dit non, ça, Ouais. Ah ouais, Oui. En fait, il y a une convention ARS. ouais. Et ouais, alors c'est très subjectif hein, comme concept. En fait, la convention ARS, elle est censée être là pour aider les personnes comme nous avec des pathologies et nous classer selon un niveau. Et plus on a de pathologies, plus c'est grave, plus le niveau monte en gros. Ouais. Et si on monte à un certain niveau, ben, on n'a pas le droit de prétendre à une assurance en fait. Et si on est entre le 2 et le 3e niveau, je crois que ça va. Enfin, Tu sais mieux que moi. c'est un peu compliqué parce que sur le papier, j'ai essayé de comprendre. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a certaines banques, par exemple pour moi, qui ont attendu 2-3 mois. Puis ils disent oui, ben, il faudrait un papier de votre gastro pour voir si ça va bien. En fait, ils attendent pour voir si je suis 3 stable. mois? 3 mois Ouais. de procédure pour avoir une assurance? Ouais, non, mais il y en a vraiment, ils me disent ben, venez dans 6 mois, on verra si ça va bien dans 6 mois. En Mais fait, Et du coup, au moment où c'est trop tard, enfin, vous avez déjà trouvé Bah oui. l'appart ou la maison que vous vouliez, quoi. Ouais, c'est En ça. fait, il y a énormément de gens qui ont nos pathologies qui peuvent pas acheter tout simplement, qui arrivent jamais à trouver une assurance en fait, qui arrivent jamais. C'est pas un problème de banque, c'est un problème d'assurance. Parce qu'en Ouais. fait, ils ont des espèces de quotas où ils peuvent assurer un certain nombre de personnes qui ont un certain niveau de risque et au-delà, ben non, enfin, vous allez voir ailleurs quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment ratisser large. Faut demander à plein d'assurances, donc faut avoir le temps et la patience de faire des dossiers épais comme ça pour chaque assurance parce qu'il faut donner les antécédents médicaux sur 10 ans. Donc, sur nos pathologies, on a des classeurs entiers. Quoi. Donc, C'est voilà. clair. Ah, oui, je sais. Donc, faut tout envoyer, mais il faut prendre le temps, puis après, il faut comparer les offres et il faut prendre celle qui est le. Si on a la chance d'en avoir une, il faut prendre la mieux adaptée. Ouais, ok. Et du coup, donc là, vous êtes en Franche-Comté toutes les deux. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres personnes dans le reste de la France ou vous êtes vraiment qu'en Franche-Comté? Alors, de par les réseaux sociaux, on est suivi par des personnes qui sont à peu près partout. Donc là, tout le monde, même si on n'est pas en Franche-Comté, on peut vous contacter. Oui, Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, sur Instagram, j'ai fait pendant le confinement, on a fait des groupes de parole où plusieurs d'accord. personnes pouvaient se parler en direct et n'importe quand, n'importe quelle heure. Bah, D'accord. vraiment, c'est pas limité aux gens de Franche-Comté. Après, nous, nos actions, c'est plus sur la Franche-Comté parce qu'on habite ici. Mais si on a l'occasion de faire un jour ailleurs, on le fera ailleurs. Et donc là, s'il y a des gens qui veulent s'engager auprès de vous et créer des espèces de bureaux ou voilà, des Oui, référents dans d'autres régions, c'est possible. c'est possible. Alors, Tant les qu'ils filles, sont là pour aider les autres, c'est possible. Le but, c'est vraiment d'apporter ce qu'on sait, notre expérience avec la maladie et aider aussi, enfin, que ce soit nouveau diagnostiqué ou pas, hein, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément tout ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment d'apporter notre aide et ce qu'on sait. Enfin, c'est important que tous les gens savent ce qu'il peut avoir en tant que malade, parce que c'est déjà compliqué niveau maladie. Et si on peut apporter un peu de simplification administrative et morale et tout ce qui peut, enfin, montrer qu'on est là et qu'on les comprend, c'est important. Ouais, donc du coup, si on retient les symptômes, donc si là, autour de nous, on a des personnes qui nous parlent de côlon irritable, de ballonnement très très douloureux à l'intestin, des énormes diarrhées, etc., voilà, on peut lui conseiller d'aller chez le gastro Ah et oui, de parler justement au-delà de enfin, juste du côlon irritable Oui, ou des spasmes, comme on peut souvent nous dire quand on a mal au ventre, oui. ça peut être beaucoup plus grave, quoi. c'est ça. Est-ce que on va peut-être demander aux gens s'ils ont des questions ou sinon si est-ce que vous avez des choses auxquelles on n'a pas enfin qu'on n'a pas encore évoquées sur lesquelles vous souhaitez qu'on discute? Euh, j'ai pu tout à l'heure, je voulais rebondir sur les rencontres qu'on organise. En fait, Ouais.
enfin, c'est dans ces moments-là où on peut échanger avec d'autres malades, ou par exemple on découvre des trucs comme le kiné. Si j'avais pas connu Célia, j'aurais pas su qu'on peut faire de la kiné viscérale, par Et on exemple. vous a remercié dans le fil une personne qui ne Ouais, connaît j'ai vu, ouais. Ça fait toujours plaisir. Mais en fait, il faut se rendre compte que ces pathologies, au-delà du médical, il y a énormément de conséquences. Enfin, que ça soit des effets secondaires ou de la fatigue ou des petites épreuves au quotidien administratives. Enfin, il y a vraiment plein de choses et les médecins, ils vont s'attarder que sur les symptômes. Enfin, ils vont nous donner un traitement. Mais pour tout le reste, ils n'ont pas les réponses en fait. Ouais. Et du coup, il n'y a que des patients, des autres malades qui ont les réponses à nos questions. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de se rencontrer et puis de parler. Parce que ne serait-ce que dans nos différentes étapes de la vie, on a parlé du prêt immobilier, mais il y a aussi le jour où une femme elle veut devenir maman, ben, quand on a une pathologie comme ça. Ah, ça marchait. C'est On bon. avait le petit truc. En fait, dans toutes les étapes de la vie, il peut y avoir d'autres questions auxquelles on n'avait pas été confronté avant. Et puis, enfin, notre maladie, elle est hyper évolutive. Donc, il faut aussi se préparer. Par exemple, il y a une personne sur trois qui est malade qui aura recours à la chirurgie pendant sa pathologie, de manière plus ou moins importante. Mais il faut quand même être conscient que c'est une possibilité parce que c'est des choses qui peuvent faire peur. Une stomie, ça peut faire peur. Alors, c'est bien, les réseaux sociaux, ils ont un petit peu dédramatisé la chose, mais c'est quelque chose qui peut faire peur et qui, du coup, rend visible le handicap. Donc, c'est toujours des choses un peu compliquées. Donc, tout ça, c'est des choses dont on peut discuter et en dehors de chez le médecin, quoi, parce que c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai qu'il nous donne un traitement, mais tout l'aspect psychologique qu'il y a derrière, comment gérer le diagnostic, comment l'appréhender, comment se dire, ben voilà, maintenant je suis malade, c'est vrai qu'au début, comment je dois me comporter en personne normale, entre guillemets, ou malade. Enfin, moi, j'ai eu du mal à m'adapter. Au début, je ne savais pas ce que je devais faire. Alors, on m'a donné un traitement, hein, mais on m'a pas dit oui, fais quand même attention à ce que tu manges, ou fais un peu de sport quand même, maintiens. Enfin, après, c'est adapté à soi, hein. Il y a plein de personnes qui peuvent pas faire de sport ou pas trop d'activité physique. Enfin, vraiment. Et la gestion du stress aussi. Enfin, c'est quelque chose qu'on m'a pas parlé au début et je m'en suis rendu compte que le lot commun à tous, principalement, c'est le stress. Il y a beaucoup de gens qui ont cette maladie qui stressent et en plus, avec cette pathologie, on a tendance à stresser encore plus parce qu'on ne sait pas de ce qu'est fait l'avenir. Donc, c'est vrai que bon, j'ai commencé à suivre de la sophrologie et c'est important. C'est important de parler aussi de toutes les médecines alternatives qui pourraient nous aider. Alors, c'est pas pris en charge avec nos pathologies, c'est un surcoût, mais des fois, le surcoût est nécessaire pour notre bien-être. Ouais. Des sophrologues, vous les retrouvez aussi sur le site de Ma Patho, on en référence régulièrement. Et puis on a Cécile qui fait des petites vidéos pour nous le vendredi soir, voilà, qui peuvent aussi aider à gérer la douleur. Mais on sait que les sophros, c'est très utile dans la gestion de la douleur. C'est des choses auxquelles on va pas forcément nous dire, voilà, vous avez une pathologie, maintenant il faut travailler sur certains points. Certes, vous avez un traitement, mais va falloir travailler tous les à côté quand même. Après, c'est vrai qu'avec le temps, on sait. Enfin, j'ai que 2 ans et demi de maladie, mais je sais que le stress y est pour beaucoup. Je sais que dès l'instant où je vais manger industriel et gras, ça va me plomber mon intestin. Enfin, il y a des choses auxquelles je sais. Et je sais le gérer. Mais après, il y a tellement d'imprévus que. Moi, en général, mon ventre, il me dit avant que moi j'en sois consciente qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui t'a contrarié là. Docteur, je te le dis, ça va pas. C'est ça, exactement. C'est parfois. Dans la même veine que la sophro, en fait, moi, je pratique le chant. Quand je fais de la chorale, j'adore ça. Et en fait, c'est hyper bon pour le souffle. Enfin, ça va travailler le ventre, parce qu'on prend la respiration du ventre et tout. Donc, c'est aussi une manière de masser les intestins, entre guillemets.
Et en fait, enfin, moi, au quotidien, ça m'aide. Et enfin, vu que là, ça fait un certain temps que je n'ai pas chanté, et ben, je sens le besoin, quoi, le manque de ça, quoi. Ouais. D'accord. Pareil pour le sport, moi, enfin, avant la maladie, je faisais beaucoup de sport, mais j'ai continué quand même à en faire, même si c'est un peu plus compliqué. Mais le sport, ça aide vraiment beaucoup à déjà se muscler et puis à déstresser, à un peu souffler et ça permet de voir autre chose, quoi. C'est important d'avoir quelque chose dans la vie qu'on aime bien faire et qu'on continue à faire, même si on est malade, même si on est fatigué, il faut continuer à le faire parce que et c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments négatifs, mais il y a quand même du positif parce qu'on finalement on apprend à s'écouter, on apprend à prendre le temps, à être patient avec nous-mêmes et à prioriser les choses. Ouais, c'est sûr. Mm. Ouais. Et si on n'était pas malade, ben, on n'aurait pas créé d'assaut. Voilà, ce serait pas facile. On n'aurait pas fait de conférences, on n'aurait pas organisé d'événements, ou enfin peut-être pour autre chose, mais du coup ça crée des choses positives aussi. Ouais, ça c'est sûr. On avance et voilà, on est plus fort. On a souvent cette image du malade faible, alors qu'au final, on déploie des montagnes d'actions pour vivre comme les autres et ne pas paraître malade parce qu'on a des maladies invisibles. Et gérer l'administratif, gérer les rendez-vous médicaux, gérer son entourage, le stress de son entourage. C'est énorme. Bah, écoutez les filles, merci beaucoup. C'était vraiment top. Je pense que les personnes qui n'ont pas pu nous suivre pourront regarder la vidéo et en savoir un peu plus sur Crohn. Alors, vous voyez, moi, c'est endométriose. On est à 3 à 4 millions. Vous, c'est 250 000. Donc, c'est d'autant plus rare de trouver des gens autour de nous qui ont la maladie de Crohn quand on l'a soi-même. Donc, c'est génial de pouvoir avoir des assos qui sont là pour nous soutenir et pour nos questions parce que la probabilité qu'on ait quelqu'un qui a la même maladie autour de soi est quand même très limitée. De pouvoir en parler, c'est très important. Donc merci et merci encore pour notre partenariat sur Mapato. J'espère que ça va aider énormément de personnes. Donc vu ce qu'on s'est dit, je pense qu'il est très utile de recommander des kinés, des sophros, peut-être des ostéos, bon bien sûr des gastro parce que c'est clé dans la prise en charge. Mais n'hésitez pas, l'outil est là, c'est un outil mis à disposition des patients pour les patients. Donc n'hésitez pas à les recommander et à en parler autour de vous. Ouais. Merci beaucoup toutes les deux. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, on a encore plein d'actions, je suis sûre, pour améliorer la vie des patients ensemble. Oui, promis. Bon, comme on n'a pas de questions, je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se rejoint pour le prochain live. Au revoir à tous. Ciao.